Bernie Sanders a incarné pendant des mois une alternative électorale à Clinton, tout en restant dans le cadre du Parti démocrate. Il a agité les thèmes de la justice sociale et s'est emparé de l'étiquette de socialiste démocratique. Un point de sa campagne a particulièrement fait mouche auprès des jeunes. La gratuité des études universitaires au moment où les 2/3 des diplômés rentrent dans la vie active avec une dette en moyenne de 26 000 $. En tout, 40 millions de personnes remboursent un prêt étudiant. Sanders voulait incarner électoralement ce qu'avait été le mouvement de protestation Occupy Wall Street, qui avait fait l'actualité pendant plusieurs mois en 2011, en accusant l'avidité du 1% le plus riche de la société d'avoir causé la crise pesant sur 99% des gens. Ces occupations de place, ces manifestations affrontant parfois la répression, ont focalisé l'attention d'une partie de la jeunesse. Mais la confusion politique y a régné. Ce mouvement, initié en partie par l'appareil des syndicats et du Parti démocrate, partait dans toutes les directions, mais surtout dans les voies classiques du réformisme. Sanders a dénoncé la proximité de toujours d'Hillary Clinton avec le grand patronat. Il a rappelé que lorsque son mari était gouverneur de l'Arkansas, elle-même était membre du conseil d'administration d'une grande entreprise qui a son siège dans le même État, le géant de la distribution Walmart. Mais Sanders a lui-même une longue carrière de parlementaire au cours de laquelle il a voté 98 fois sur 100 de la même façon que les dirigeants démocrates, représentant tout autant qu'eux la bourgeoisie. Il a voté aussi bien en faveur des interventions militaires que des lois criminalisant l'immigration illégale ou augmentant la durée des peines de prison. Cela n'a donc pas été une surprise lorsque Sanders s'est aligné derrière Clinton cet été, faisant croire à ses partisans qu'il avait réussi à gauchir, si ce n'est la campagne de Clinton, du moins la plateforme du Parti démocrate. De la même façon que les outrances réactionnaires de Trump ont pu faire passer aux yeux de certains Clinton pour une progressiste, c'est uniquement en comparaison avec Clinton, qui représente tant la continuité avec Obama, que Sanders a pu être décrit par les commentateurs comme un recours à gauche. De façon caractéristique, quand il a voulu s'adresser à l'électorat ouvrier, Sanders a accusé les délocalisations et les traités de libre-échange d'être responsables du chômage. Ce en quoi il diffère à peine de Clinton et pas du tout de Trump. Ces candidats de la bourgeoisie n'ont qu'une démagogie chauvine et protectionniste à offrir aux travailleurs. Ils peuvent le faire avec d'autant plus de facilité que les appareils syndicaux tiennent ce langage depuis bien longtemps. Acheter américain, ont-ils donné comme solution aux travailleurs qui cherchaient une issue face au patronat qui licenciait. Dans la propagande syndicale, les reculs imposés aux travailleurs de l'automobile étaient, dès les années 1980, de la faute des ouvriers japonais qui fabriquaient les voitures importées. Plus tard, elle est devenue celle des Chinois et Mexicains, mais jamais des capitalistes dont ces dirigeants syndicaux se veulent les partenaires sociaux. Cette année, l'UAW, le syndicat de l'automobile, a publié une déclaration soutenant Clinton parce qu'elle se serait engagée à tripler le nombre d'inspecteurs chargés d'empêcher les manipulations monétaires, sous-entendu de la Chine, qui font du mal aux travailleurs américains, et à faire passer des lois pour acheter américain. Pas un mot sur le patronat dans cette déclaration axée sur le protectionnisme, ni dans celle de la confédération syndicale AFL-CIO, qui a aussi soutenu Clinton, et s'est fendue d'un énorme mensonge à destination des travailleurs en disant qu'elle avait prouvé qu'elle était la championne du mouvement ouvrier. Acheter américain, a repris Trump, en rajoutant à propos du Mexique et de l'Asie, je vais ramener les emplois ici, ils prennent nos emplois et notre richesse, je vais ramener tout cet argent ici. Oubliant de dire que lui-même, en tant que patron, fait produire les chemises qu'il vend sous la marque Trump au Bangladesh, au Honduras et au Vietnam, les cravates et les lunettes en Chine, et les autres vêtements en Inde, en Indonésie et au Mexique. En 2008, l'élection du premier président noir des États-Unis
avait soulevé l'espoir chez certains de tourner la page de l'oppression raciale qui a tant fait souffrir dans ce pays. On pouvait comprendre la stupéfaction et le bonheur des Noirs quand l'un des leurs a accédé à la fonction suprême. Ceux qui étaient suffisamment âgés pour avoir connu les luttes des années 1960 pour les droits civiques, et surtout la ségrégation d'État brutale qui prévalait avant, avaient peine à y croire. Que des dizaines de millions d'électeurs blancs aient fait confiance à un Noir les réjouissait. Immédiatement, nombre de commentateurs en ont tiré comme conclusion que la société américaine entrait dans une ère post-raciale. Obama lui-même expliquait comment, issu d'un père noir et d'une mère blanche, il pouvait mener l'Amérique vers la compréhension mutuelle entre ces communautés et la lente et paisible guérison de son racisme historique, issu de 2 siècles et demi d'esclavage et d'1 siècle de ségrégation. Mais le racisme n'est pas juste dû à une incompréhension entre les communautés ou à une peur de l'autre. Dans une société profondément marquée par les inégalités sociales, le racisme est la forme que prend l'oppression sociale. Il s'exerce toujours envers les groupes plus pauvres. Aux États-Unis, il a toujours eu comme ressort la crainte d'une partie des Blancs pauvres de tomber encore plus bas, de se retrouver dans une condition proche de celle des esclaves, ou plus tard, au niveau des habitants des ghettos noirs. C'est en transformant cette crainte en haine contre les plus misérables, les Noirs et immigrés, que les classes riches ont pu conserver le pouvoir, bien qu'elles soient très minoritaires et la société très inégalitaire. On ne peut pas espérer en finir avec le racisme sans en finir avec les inégalités sociales. Obama ne s'est d'ailleurs fixé comme objectif ni l'un ni l'autre. En habile politicien, il avait jugé en 2008 que sa couleur de peau lui amènerait le vote des Noirs, sans qu'il ait besoin de s'adresser à eux particulièrement, et encore moins de leur promettre quoi que ce soit. Comme l'a expliqué Mumia Abu-Jamal, un ancien des Panthères Noires en prison depuis 35 ans, Obama, je cite, « les chapitrait sur la façon de s'occuper de leurs enfants, de les nourrir, de les éduquer. Il laissait entendre que les pauvres sont responsables de leur propre malheur. Il accréditait le stéréotype du Noir irresponsable qui fait des enfants mais ne s'en occupe pas et va en faire d'autres ailleurs. En se désolidarisant des Noirs pauvres, en les stigmatisant même, Obama marquait sa différence et pouvait se concilier les bonnes grâces de la petite bourgeoisie, aux yeux de laquelle il apparaissait comme un Noir pas comme les autres. Il céda ainsi à une insidieuse démagogie raciste pour glaner des voix de Blancs. Une fois à la tête de l'État, Obama n'a en rien modifié la politique de criminalisation des Noirs, qui est une constante depuis le début des années 1970, sous prétexte de mener une guerre à la drogue. Il s'agissait de reprendre le contrôle des ghettos noirs en incitant la police à s'y comporter de façon à ce que les habitants comprennent bien qu'ils doivent se soumettre à cet ordre social injuste. Après les luttes des années 1960 et la formidable prise de conscience qui en résultait, la bourgeoisie voulait y mettre fin. Quelques hommes politiques noirs issus de la petite bourgeoisie pouvaient bien goûter au pouvoir, mais la grande masse des Noirs devait oublier ces traditions de lutte de façon à ne plus poser de problèmes politiques intérieurs à l'État. La police, épaulée par la justice, était chargée de régler le problème noir par la répression. Les prisons se sont remplies, au point qu'il y a aux États-Unis plus de personnes derrière les barreaux que les 35 plus grands pays européens combinés, a avoué Obama lui-même, ajoutant même que les Noirs ont plus de probabilité d'être condamnés à des peines plus lourdes pour les mêmes crimes. Aujourd'hui, un jeune Noir a plus de chances de se retrouver en prison qu'à la faculté, et un homme noir sur 3 passe en prison au cours de sa vie. Dans la multiplication par 7 de la population carcérale en 30 ans, Bill Clinton porte une lourde responsabilité. Il a généralisé les peines planchées en 1996 quand il était président, mesure pour laquelle avait voté Bernie Sanders. Les prisonniers représentent une abondante main-d'œuvre. Ils travaillent pour presque rien, avec des salaires souvent très inférieurs à $1 de l'heure, les obligeant à travailler 3 ou 4 jours pour acheter un savon. Dans plusieurs États, ils ne sont même pas payés. Ils ne se résignent pas tous.
et des appels à la grève générale des prisons circulent contre cet esclavage des temps modernes. Ces dernières semaines, plus de 24 000 travailleurs prisonniers y ont participé dans 29 prisons. Même représenté à son sommet par un noir, l'appareil d'État, et particulièrement l'appareil de répression, a sa propre histoire, sa propre évolution. Les 900 000 policiers américains ont certainement imposé bien plus leur façon de voir leur rapport avec la population noire et leur méthode à Obama que ce dernier n'a pu modérer leurs éléments les plus violemment racistes. Le meurtre en 2012 par un vigile de Trayvon Martin, un adolescent noir rentrant chez lui, avait largement révolté. Quand ce meurtrier a été relaxé un an plus tard, l'indignation fut encore plus large et donna naissance au mouvement Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, qui se mobilise à chacune de ces injustices flagrantes. À partir de l'assassinat par un policier de Michael Brown à Ferguson, dans le Missouri, en 2014, des protestations et des manifestations importantes ont secoué les villes américaines à de nombreuses reprises. Jour après jour, la liste des Noirs pris pour cible et tués par les policiers, le plus souvent blancs, s'allonge. En septembre dernier, après qu'un policier de Charlotte ait tué Keith Lamont Scott, un homme noir qui était assis dans sa voiture et n'a simplement pas obéi assez vite aux ordres, le gouverneur de l'État de Caroline du Nord a vanté le courage de la police. Ulcéré par les protestations, il s'est plaint d'anarchistes n'ayant aucune raison valable de manifester, pendant que le député de la circonscription, un autre blanc, dénonçait le racisme non pas de la police, mais des Noirs qui manifestaient, car selon lui, ils avaient la haine des Blancs, car les Blancs réussissent dans la vie mieux qu'eux. Si une partie des policiers peut se laisser aller à une telle brutalité, c'est qu'ils sont en fait encouragés par leur hiérarchie qui cherche toujours à les couvrir en salissant les victimes plutôt que d'arrêter les coupables, par les procureurs qui les traînent rarement en justice et par les juges qui les condamnent encore moins. Évidemment, depuis la Maison-Blanche, Obama a offert sa compassion aux victimes, aux familles des victimes, a dit comprendre leur douleur, a déploré ce racisme meurtrier. Mais qu'a-t-il fait de plus à part entonner des cantiques aux côtés de religieux? Ni lui, ni Eric Holder, son ministre de la Justice pendant 6 ans, un noir lui aussi, ni Loretta Lynch, noir également, qui lui a succédé, n'ont pu empêcher ces meurtres racistes d'être perpétrés encore et d'être le plus souvent couverts par les autorités. Alors il y a bien plus d'espoir d'y mettre un coup d'arrêt dans les mobilisations de rue que dans les discours de ces politiciens. Au moment où, retransmis par toutes les télés, Trump faisait campagne en multipliant les clichés racistes, on imagine l'angoisse des familles noires pour les jeunes hommes de leur entourage qui risquent leur vie à chaque fois qu'ils croisent la police. On comprend la colère et la frustration de ceux que cette situation révolte, enrage. C'est ainsi qu'en juillet dernier, après que 2 policiers blancs qui maintenaient à terre un homme noir l'ont tué à bout portant en Louisiane, et que dans le Minnesota, un automobiliste noir ait été tué devant sa compagne et sa fille de 4 ans lors d'un contrôle routier de routine, c'est la police qui a été prise pour cible à son tour. En marge de manifestations de protestation, d'abord à Dallas au Texas, un noir, ancien soldat d'Afghanistan, a tué 5 policiers. Puis à Baton Rouge en Louisiane, un autre noir, ancien soldat en Irak, en a tué 2 autres. L'armée américaine leur avait appris à tuer efficacement. À certains égards, la situation peut sembler sans issue. Mais s'il est vrai qu'aux États-Unis, les quartiers où habitent les Noirs sont souvent séparés des quartiers blancs, et que les écoles ont tendance à reproduire cette ségrégation chez les jeunes, il existe des endroits où tous se mélangent. Ce sont les lieux de travail. Dans les usines, sur les chantiers, dans les bureaux, les hôpitaux, les travailleurs sont blancs, noirs, hispaniques, immigrés. Ils sont exploités en commun. Les bas salaires et les licenciements les touchent tous. Dans l'avenir, ce sera dans le combat commun de ces travailleurs contre leurs exploiteurs que pourront se forger des liens de lutte, des liens de classe bien plus forts que cette séparation artificielle entre communautés.
Le tronçonnage de la classe ouvrière qu'impose la domination de la bourgeoisie sur la société laissera place à l'unité nécessaire pour remporter les combats. Personne n'a plus de respect pour les femmes que moi. C'est ainsi que Trump a réagi aux accusations de harcèlement sexuel à son encontre. Pourtant, dans une vidéo datant de 2005, Trump se vantait de pouvoir faire n'importe quoi avec les femmes grâce à sa célébrité. Il s'y déclarait compulsivement poussé à embrasser les jolies femmes sans pouvoir attendre, et surtout sans qu'elles soient d'accord. Ainsi, Miss Utah s'est plainte qu'il l'ait embrassée directement sur les lèvres en 1997, dans les coulisses du concours Miss Univers dont il était lui-même l'organisateur. Une douzaine de femmes ont témoigné avoir été harcelées par Trump, voire agressées. Il a nié en bloc. Mais il ne peut tout simplement pas cacher bien longtemps qu'il les considère comme des objets sexuels. Vous l'avez vu, a-t-il lancé à l'encontre d'une de ses accusatrices, sous-entendant qu'avec son physique, elle ne méritait même pas qu'il la harcèle. Il avait d'ailleurs lancé, très élégamment au cours d'un débat, à la face de la seule dirigeante républicaine candidate aux primaires, en guise d'argument, « Vous avez vu cette tête, qui voterait pour ça ?» Sur le fond, Trump s'est rangé parmi les adversaires de la liberté des femmes. Il a déclaré que les femmes qui avortent doivent être punies, l'avortement doit être interdit. On aurait pu alors croire qu'il offrait sur un plateau le vote féminin à Hillary Clinton. Mais ce n'est pas si simple, car face aux accusations de sexisme, Trump s'est défendu en déclarant que Bill Clinton lui avait dit bien pire en jouant ensemble au golf, avant de le traiter de prédateur sexuel. Or, il est connu que ces aventures extra-conjugales ont mis en péril la carrière du mari d'Hillary Clinton à plusieurs reprises. Ainsi, Trump a pu, avec une certaine vraisemblance, mettre en cause Hillary pour avoir protégé Bill en discréditant elle aussi les femmes qui l'avaient accusée dans le passé et en faisant pression sur elle pour qu'elle ne rende pas public son comportement. Pas plus que les 8 années de présidence d'un Obama n'ont amélioré la condition des Noirs, l'élection d'Hillary Clinton n'aurait résorbé le sexisme que subissent les femmes. Oui, Donald Trump a joué au golf avec Bill Clinton. Il l'a même invité à son mariage avec Hillary, son 3e mariage en 2005. Il a financé plusieurs de leurs campagnes électorales. Alors Trump a bien pu accuser Clinton d'être corrompu, c'est d'autant plus vrai qu'il est l'un de ses corrupteurs. Mais comment Trump aurait-il pu construire son empire immobilier sans connexion politique entretenue à coups de millions de dollars ? Le milliardaire Trump et la politicienne Clinton sont les deux faces du monde politique de la bourgeoisie. Bien des électeurs le savent, et l'hostilité à l'un de ces deux candidats a bien souvent été une raison de voter pour l'autre. Ce n'est pas en se rendant au bureau de vote que les milliardaires influent sur le résultat des élections. C'est bien avant, en finançant les candidats de leur choix, parfois tous les candidats. Profitant de ce que le financement électoral ait été déplafonné en 2010, cette année, Clinton a récolté plus d'1,3 milliard de dollars, Trump presque 800 millions, dont 50 à 60 millions venant de sa propre fortune. Cette pluie de dollars s'abat surtout sur la population des États indécis, qui est prise pour cible par les deux candidats et sur laquelle se sont déversées des annonces publicitaires télévisées incessantes. Parce que la campagne présidentielle n'est pas menée partout avec la même intensité, car on vote État par État, chacun avec ses règles. Au total, plus de 3 milliards de dollars ont été engouffrés dans ces élections, qui ne se limitent pas à la présidence. Cette année, aux États-Unis, tous les représentants, l'équivalent de nos députés, et un tiers des sénateurs ont été élus en même temps, ainsi que les dirigeants des administrations de nombre d'États, de comtés et de villes. Il y avait aussi des référendums à portée locale. Ainsi, l'électeur de Los Angeles a eu à choisir de voter oui ou non à une demi-douzaine de questions au niveau municipal, à 2 au niveau du comté, à 1 au niveau du district scolaire et à 17 au niveau de l'État de Californie, comme la hausse des impôts locaux pour les plus riches, adoptée, l'obligation du port du préservatif pour les acteurs de films pornographiques, rejetée,
L'interdiction des sacs plastiques, adoptée. La légalisation du cannabis, adoptée. La limitation des ventes d'armes les plus dangereuses, adoptée. L'abolition de la peine de mort, rejetée. Au contraire, l'accélération des procédures pour que les condamnés à mort soient exécutés au plus vite, mesure dont on ne connaît pas encore le résultat puisque tous les bulletins ne sont pas dépouillés, et c'est tangent. Et aussi l'augmentation de 2 $ du paquet de cigarettes, proposition contre laquelle l'industrie du tabac a investi 72 millions de dollars et qui a tout de même été adoptée. Dans cette campagne présidentielle, la plupart des médias ont pris position contre Trump, et il s'en est servi pour poser en victime du système. Mais ils ne l'ont pas toujours combattu. Trump doit sa popularité autant à sa fortune qu'aux médias. Il a été le personnage central d'une émission de télé-réalité, The Apprentice, où il jouait son rôle de patron, faisant passer des entretiens d'embauche. Pendant 14 ans, la grande chaîne NBC l'a ainsi fait connaître d'un très large public. Trump a toujours mené ses affaires en mettant en avant son nom et sa marque. Il possède des immeubles et des casinos sur lesquels se juge son nom en lettres immenses. Au fil des ans et de ses faillites, il y a eu une vodka Trump, des steaks Trump, une compagnie aérienne Trump, un magazine Trump, une Trump University, des parcours de golf Trump, des lignes de vêtements Trump, le tout étant géré depuis la Trump Tower à New York. Il a aussi vendu des livres, c'est un écrivain, des livres au titre alléchant comme « Comment devenir riche »,« Le chemin vers le sommet »,« Penser comme un champion »,« 50 leçons pour la vie et les affaires » ou « Rendre sa grandeur à l'Amérique », ce dernier titre étant devenu son slogan de campagne. Alors s'il a été cette année candidat pour la première fois à la présidence, on peut être sûr que Trump connaît depuis très longtemps toutes les ficelles du métier de politicien m'as-tu vu. Trump a promis tout et n'importe quoi, comme le fait qu'il ramènerait l'emploi de l'étranger, rouvrirait les mines, remettrait en marche les aciéries, et cela dès le premier jour de sa présidence. Le protectionnisme constitue sa solution, avec, si l'on en croit ses discours de campagne, une forte augmentation des droits de douane sur les produits importés du Mexique et de Chine. Il n'est pas impossible que la bourgeoisie américaine se saisisse de l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche pour faire un pas de plus dans la direction du protectionnisme. Le marasme économique mondial et le ralentissement des échanges internationaux ces dernières années incitent chaque bourgeoisie à défendre toujours plus son précaré national et à pousser son État dans cette voie. Les États-Unis et l'Europe n'ont pas attendu l'élection de Trump pour renoncer presque ouvertement au TAFTA, ce traité commercial de libre-échange laborieusement négocié, mais qui ne satisfait ni la bourgeoisie américaine, ni ses concurrentes européennes. Si l'État américain s'engage un peu plus dans la voie protectionniste, par exemple en taxant grandement les marchandises en provenance de Chine, il ne peut que déclencher un processus menant à une levée générale des barrières douanières, qui entravera l'accès au marché chinois de ses propres entreprises. Ce que ne peut pas envisager avec plaisir la bourgeoisie américaine, qui est certes la plus puissante de la planète, mais aussi la plus dépendante des marchés mondiaux qu'elle domine. Ford n'est pas prêt à renoncer à produire ses voitures au Mexique, pas plus qu'Apple n'envisage de faire fabriquer ses iPhones aux États-Unis. Quelle que soit la direction que l'impérialisme américain fera prendre à son État, les travailleurs n'ont rien à en attendre. Le protectionnisme ne créera pas d'emplois. En annonçant, le lendemain de l'élection de Trump, la suppression de 2000 emplois en Ohio et au Michigan, General Motors vient de rappeler à chacun qui sont les véritables décideurs en matière économique, mais aussi qui est réellement le responsable du chômage. Dans sa campagne, Trump a repris une partie du langage pseudo-radical qui avait été mis en avant en 2011 par le mouvement Occupy Wall Street. Il a dénoncé les fonds spéculatifs en expliquant qu'après avoir plongé le pays dans la crise, ils s'en sont sortis comme un meurtrier repartirait innocenté, parlant même d'alourdir leurs impôts. Face à Hillary Clinton et à l'établissement qu'elle représente, il a pu passer pour un homme nouveau. Il y a d'ailleurs été aidé
par ceux qui l'ont présenté comme un danger particulier. En semblant s'écarter du langage habituel des politiciens américains, en dénonçant le système politique de Washington et même le règne de la finance à Wall Street, Trump a tout d'abord redonné vigueur au Parti républicain. Ensuite, sa candidature a donné l'illusion que l'élection présidentielle représentait un choix important. En fait, tout cela n'était qu'une diversion aboutissant non pas à dynamiter le système, mais à renouveler l'intérêt des électeurs dans une alternance bien huilée et stérile du point de vue des travailleurs entre les deux partis de la bourgeoisie, démocrates et républicains. L'arrivée à la présidence de Trump amène le remplacement de quelques têtes par d'autres, mais ne change rien à ce système bien établi, quelles que soient les diatribes qu'il ait pu prononcer contre ce marais de Washington, censé être responsable de tous les maux. Un acteur comme Reagan ou un fainéant comme George W. Bush ont bien pu occuper le devant de la scène dans le bureau ovale, sans perturber le fonctionnement de l'État. Alors un milliardaire égocentrique comme Trump ne fera pas autrement. Dès le résultat de l'élection connue, Trump a tenu à rassurer ceux qui, dans la bourgeoisie, pouvaient être inquiets de son éventuelle imprévisibilité. Les premières nominations du président Trump amènent à la Maison-Blanche des hommes habitués à la servir. Tout comme le démocrate Obama a pris en 2008 le relais du républicain Bush et continué sa politique en presque tout, le républicain Trump met à présent ses pas dans ceux d'Obama. Mais le mécontentement ouvrier est réel. Et c'est dans ce contexte que quelques camarades, des communistes révolutionnaires, ont tenu à ce que les travailleurs puissent exprimer leur colère sans qu'elle soit détournée par les politiciens et les partis de la bourgeoisie, du moins à l'échelle modeste d'un seul État, celui du Michigan. Il s'était déjà présenté à des élections il y a 2 ans, affirmant que les travailleurs avaient besoin de leur propre parti et qu'il leur faudrait se préparer à lutter pour ne pas payer la crise de l'économie dirigée par les capitalistes. Ils avaient pu s'y faire entendre. Leur campagne avait touché des travailleurs et cette année, après avoir réuni 50 000 signatures d'électeurs pour pouvoir être reconnus comme un parti pouvant présenter des candidats aux élections dans le Michigan, c'est en tant que candidat d'un working class party, un parti de la classe ouvrière, qu'ils se sont présentés. Ils ont obtenu 224 000 voix, à l'échelle de cet État de près de 10 millions d'habitants, soit 2,6%. C'est peu, mais c'est presque 14 fois plus qu'il ne leur en fallait pour avoir à nouveau le droit de présenter des candidats aux prochaines élections. Et ce qui est remarquable, c'est que ce Working Class Party a eu des voix dans les localités où les électeurs n'ont découvert son existence que sur les bulletins de vote. C'est l'idée même d'un parti de la classe ouvrière qui a emporté leur vote. C'est dire si le besoin d'un tel parti est ressenti par bien des travailleurs, conscients qu'il leur faut défendre leur classe. Ce parti, bien sûr, il reste à construire. Mais si tout est à faire, ses camarades ont montré que cela correspond à l'aspiration au moins d'une partie des travailleurs. La classe ouvrière qui a mené de grandes luttes dans le passé en livrera à nouveau d'autres contre la décadence que la bourgeoisie veut lui faire subir, et elle aura besoin d'un parti à elle, d'un parti communiste révolutionnaire pour aller jusqu'au bout de ses combats. Ce n'est pas la combativité qui a manqué à la classe ouvrière américaine au cours de son histoire. Dès que la bourgeoisie américaine a concentré au XIXe siècle un prolétariat toujours plus important pour l'exploiter, des luttes massives et très déterminées ont éclaté. En 1877, des dizaines de milliers de cheminots menèrent une grève générale à travers le pays. En mai 1886, 340 000 grévistes de tous les secteurs économiques, dont certains furent durement réprimés à Chicago, popularisèrent la revendication de la journée de 8 heures, au point que l'Internationale ouvrière fit du 1er mai un jour de lutte du prolétariat dans tous les pays. Au tournant du XXe siècle, de nombreuses grèves très dures furent menées, malgré l'opposition violente des milices patronales et de l'armée. On peut citer celle des cheminots de la compagnie Pullman en 1894, celle des 25 000 ouvriers du textile de Lawrence en 1912, celle des 20 000 ouvriers du caoutchouc d'Akron en 1913, ou celle des 16 000 mineurs de fer du Minnesota en 1916, parmi beaucoup d'autres.
Au sortir de la Première Guerre mondiale, en 1919, une puissante vague de contestation balaya les États-Unis. La grève de 350 000 sidérurgistes étant le point d'orgue d'une vague gréviste touchant jusqu'aux policiers de Boston. Dans les années 1930, confrontés aux conséquences de la crise économique dévastatrice, les travailleurs se sont engouffrés par millions dans des vagues de grèves successives, souvent avec occupation d'usines. En 1937, General Motors, ce symbole du capitalisme américain, a mis un genou à terre sous la pression des dizaines de milliers d'ouvriers occupant ses usines de Flint pendant 1 mois et demi. En 1941, c'était au tour du patron de choc Ford de perdre le contrôle de son complexe industriel géant de River Rouge, à côté de Détroit, l'obligeant à reconnaître le syndicat que les ouvriers avaient choisi. Même la Seconde Guerre mondiale n'a pas entièrement freiné ce long combat de classe, 1 demi-million de mineurs faisant grève en 1943. Plus tard, dans les années 1960, confrontés à un racisme insupportable, les Noirs se sont dressés et ont combattu avec beaucoup de détermination pour leur liberté. Ce combat n'avait pas un caractère de classe affirmé, mais ceux qui en ont constitué le fer de lance étaient la partie la plus opprimée de la population noire, une partie de la classe ouvrière, qui en est arrivée au point de prendre les armes dans le but de contrôler les quartiers noirs. Au cours de chacune des phases de cette lutte de classe, les militants ouvriers que ces combats ont fait surgir et des intellectuels se sont posé le problème d'intervenir politiquement sur le terrain des idées socialistes, révolutionnaires, des idées communistes. Des tentatives ont été faites pour construire un parti ouvrier sur ces bases. On peut citer le révolutionnaire Eugène Debs, militant ouvrier et candidat socialiste à 5 élections présidentielles de 1900 à 1920, la dernière fois depuis sa cellule de prison. Quand on lui demandait pourquoi il se présentait aux élections, puisqu'il n'avait aucune chance de devenir président, il répondait qu'il préférait voter pour ce qu'il voulait et ne pas l'avoir, plutôt que voter pour ce qu'il ne voulait pas et l'avoir. Plus tard, sous l'influence de la révolution russe de 1917, un parti communiste s'est créé aux États-Unis, avec des figures comme John Reed. Au cours de la vague gréviste des années 1930, en opposition à l'évolution stalinienne du Parti communiste, les trotskistes du SWP tentèrent à leur tour de construire un parti ouvrier révolutionnaire. Aucune de ces tentatives n'est allée jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à conduire le prolétariat à renverser le pouvoir de la bourgeoisie. La question d'une direction communiste révolutionnaire reste posée aux États-Unis, comme ici en France. Nous faisons cependant confiance à la classe ouvrière, là-bas comme ici, pour le faire surgir, avec la participation de ceux des jeunes intellectuels qui rejettent cette société d'exploitation et d'injustice, et qui ont le courage et la capacité de rejoindre le combat de la classe ouvrière. Le règne de la bourgeoisie américaine n'est pas éternel. Si forte soit-elle aujourd'hui, sa domination repose sur l'exploitation d'une classe ouvrière tellement plus nombreuse que le jour où le prolétariat américain se lancera à nouveau dans les luttes révolutionnaires, il n'ébranlera pas seulement l'Amérique, mais à coup sûr, il ébranlera le monde.